et bienvenue sur Moissac TV. Aujourd'hui, dans le cadre de nos reportages Ville d'Histoire, nous allons nous intéresser à Lozerte. Lozerte située dans le Tarn-et-Garonne, entre le Quercy et la Genée, mais également aux confins du pays de Serres. Vous connaissez ce pays de Serres avec ce paysage très vallonné, avec des vallées bien profondes, et sur les éperons rocheux, l'habitat s'est développé autour d'une ville. C'est ce qui s'est passé à Lozerte. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à l'habitat médiéval avec justement William de l'Office de tourisme qui nous apportera justement quelques anecdotes. Bonjour Sandy et merci d'être venu chez nous, je suis ravi de vous y accueillir. Nous allons découvrir notre belle cité médiévale qui fait partie des villages classés plus beaux villages de France sous l'angle de l'habitat médiéval, mais il est incontournable de situer Lozerte sur son site naturel et défensif avant de nous rendre plus précisément dans les ruelles du village. Exactement. Alors justement, on va découvrir quelques petites anecdotes et puis quelques endroits justement qui valent le coup d'œil. Je vous invite à nous suivre. Nous sommes maintenant à Lozerte. Vous voyez qu'on est situé ici en hauteur. On voit bien justement les deux vallées qui se trouvent de chaque côté, la vallée de la Petite Barguelonne et la vallée du Landou, qui vont se rejoindre, les deux rivières vont se rejoindre un peu en amont, un peu plus loin. On est situé à peu près ici à 240 mètres d'altitude et on se trouve actuellement à l'emplacement du château primitif qui a servi de point de départ finalement de la ville de Lozerte. Ce castelnau va être construit par Raymond V, comte de Toulouse, à la fin du XIIe siècle pour fortifier ses territoires. Alors aujourd'hui, de ce château, il ne reste que quelques vestiges. Vous verrez justement tout à l'heure la dernière salle voûtée, avec une voûte divisée en 8, avec une magnifique clé de voûte, qui aujourd'hui accueille la cantine, puisque à l'emplacement de cet ancien château, on a aujourd'hui l'école primaire. Le château est donc le point de départ de la ville de Lozerte qui va se développer au fur et à mesure tout autour. On va délimiter 200 lots de maisons, 200 lots à bâtir. Les habitants vont venir donc construire leurs maisons et la ville va donc se développer. Bien entendu, on est ici en hauteur, on est protégé par les remparts et les portes fortifiées et on a également beaucoup d'avantages qui sont répertoriés dans des chartes de coutumes qui viendront un peu plus tard au XIIIe siècle. Alors, Lozerte, Lozerta, au niveau du nom et de l'étymologie, on retrouve plusieurs théories. Aucune n'est véritablement arrêtée. Je vais vous donner peut-être quelques explications. Ça pourrait venir de lucerna, qui vient du mot lampe, lucerna, donc lampe en latin, puisqu'on est bien en hauteur et on est éclairé le matin très tôt et jusqu'au soir très tard. Pourquoi pas? On a aussi une autre théorie qui nous dit que Lozerta viendrait de lézard. On peut imaginer que sur cette pierre calcaire, cette pierre blanche, eh bien, les lézards étaient nombreux. Je vous propose maintenant de continuer, donc on va aller vers les caves de la Sénéchaussée et on va voir comment l'habitat se traduit ici à Lozerte. Bien, nous sommes à présent dans les caves assez spectaculaires de la Sénéchaussée. Ces caves avec ces magnifiques voûtes à croisées d'ogives. Mais il faut imaginer que nous sommes précédemment dans une des carrières de la ville. Toutes les maisons hautes de Lozerte sont comme ici sur voire 2 niveaux de caves, qui ont été au départ les carrières, c'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher loin le matériau dont on avait besoin pour construire la ville, eh bien on a puisé directement sur place. Et on voit très bien ici qu'on a creusé dans ce bloc calcaire pour extraire le matériau qui a servi à construire les niveaux supérieurs. Et on en a profité, on a vraiment fait d'une pierre deux coups à Lozerte, on en a donc profité pour aménager ces lieux de stock, ces grandes caves, dont on avait besoin dans une ville aussi marchande que Lozerte, et qui devait aussi pouvoir tenir le siège en cas de besoin. Les bâtisseurs ont adapté au lieu cette voûte à croisée d'ogives, dont on voit les retombées qui viennent directement s'ancrer dans la paroi rocheuse, et puis qui se rejoignent toute à la partie sculptée qu'on appelle la clé de voûte, où s'exercent toutes les poussées du bâtiment. Et on a donc 4 clés de voûte dans ces caves de la Sénéchaussée. La première représente un blason, ce sont les armoiries de la famille Delac. Au centre de la pièce, on a ici un chêne, arbre représentatif des lieux s'il en est, et puis avec tout ce qu'on lui prête symbolique sur la justice, la longévité, etc. Une troisième clé de voûte qui va être le seul symbole religieux où on va retrouver l'agneau pascal,
Et puis à nouveau un motif végétal au-dessus de l'escalier, une feuille de chêne ou de marronnier. Nous sommes ici dans la Grande Rue et tout au long de cette rue, on retrouve plusieurs exemples de maisons de marchands. Pour l'habitat médiéval, c'est très important. On a ici vraiment des exemples presque inchangés. Alors le marchand avait sa boutique au rez-de-chaussée. On retrouve donc une ouverture en ogive. Il faut savoir qu'on ne rentrait jamais à l'intérieur de la boutique, mais qu'on s'arrêtait devant l'étal. Et à côté, on retrouve une autre ouverture en ogive, un peu plus petite, qui préfigure l'entrée au logis du marchand. Le logis se situait à l'étage. On peut donc voir aujourd'hui ces baies géminées qui montrent la réussite sociale de ces marchands dès le Moyen-Âge. Lozerte est considéré comme le grenier de Cahors. Dès le Moyen-Âge, les négociants et certains marchands vont faire fortune. On le voit dans l'architecture, puisque ces baies géminées, comme vous le voyez, ces grandes ouvertures qui sont séparées en leur milieu par une colonne et un chapiteau, montrent leur catégorie sociale élevée. On fait appel aux tailleurs de pierre. Ça nécessite évidemment des moyens conséquents. Et puis, dans l'évolution, au fil des siècles, eh bien, si on regarde la maison juste à côté, on s'aperçoit que la baie géminée qui existait avant a été remplacée par une fenêtre à meneaux, comme on le voit. Tout simplement, on va se mettre à la mode, on va suivre les tendances. Donc les baies géminées que l'on peut voir derrière datent du XIVe siècle. Et au siècle suivant, au XVe, eh bien, on sera plutôt à la mode des fenêtres à meneaux, comme on le voit ici. La Grande Rue à Lozerte, c'est non seulement le boulevard du Moyen-Âge, mais c'est aussi, on peut dire, un véritable laboratoire de la maison médiévale, puisqu'on y trouve utilisés tour à tour tous les matériaux et toutes les techniques connues au Moyen-Âge, dont derrière nous un très bel exemple de maison à pans de bois, avec cette structure de menuiserie en croix de Saint-André, un remplissage de briques, et qui présente ce qu'on appelle un double encorbellement, c'est-à-dire que les niveaux supérieurs débordent sur la rue, reposent sur les corbeaux, sur ces poutres. Et donc une astuce pour gagner de la place, puisque vous voyez que toutes les maisons sont mitoyennes sur les côtés, voire sur les arrières. Et ça a été la seule façon de gagner de la place sur les niveaux supérieurs. Système que les plus malins feront perdurer, puisque pour ce que nous pourrions appeler l'ancêtre de notre taxe d'habitation, nous étions imposés sur la surface au sol, et donc on avait tout intérêt à essayer de gagner quelques mètres carrés sur les niveaux supérieurs. Nous voici devant l'ancienne maison de retraite qui fut dès le Moyen-Âge l'hôpital de Lozerte. Les gens avaient déjà un accès aux soins et on sait que dès 1222, l'édifice était déjà bâti. Donc la ville s'est finalement construite très rapidement. L'autre intérêt, on a retrouvé dans les années 80 un trésor de pièces gallo-romaines, donc une centaine de pièces en argent qui ont été frappées à Toulouse. Ces pièces datent du IVe siècle, donc là on quitte un peu l'époque médiévale. Ça nous montre qu'on avait déjà une importance commerciale et une circulation de la population dès l'époque gallo-romaine. Avant de nous diriger à la Barbacane, nous allons emprunter ce passage couvert, passage dit de la Gandillonne, qui permet une circulation à son rez-de-chaussée, voire des activités commerçantes, mais qui était habité à l'étage. Il faut imaginer que l'habitat colonise le moindre espace libre, puisque la ville a été jusqu'à 3 fois plus peuplée qu'aujourd'hui, et donc on a besoin d'occuper le moindre espace libre pour l'habitat. Passage de la Gandillonne, en vieux français, la Gandillonne, ça veut dire celle qui sauve. Et on a notre Jeanne d'Arc à Lozerte, puisque se tenait ici au Moyen-Âge une vieille femme qui, ne sachant ni lire ni compter, avait pour habitude de ramasser des cailloux ou des marrons chaque fois qu'un soldat anglais quittait la ville par cette porte. Et un soir, elle en a tellement ramassé qu'elle s'est précipitée chez le premier consul venu et leur a dit « Si vous voulez vous débarrasser de l'occupant anglais, le moment est venu, puisqu'il en est sorti autant que tout ce que je vous ramène de cailloux ou de marrons. » Et effectivement, le fait d'armes n'a pas été extraordinaire, puisqu'il a suffi de se débarrasser de 2 ou 3 sentinelles et de refermer les portes pour dire que la ville était libérée de l'occupant anglais. Terminons ce reportage à l'esplanade de la Barbacane. Alors William, peux-tu nous dire quelques mots sur la Barbacane? Alors la Barbacane, oui, aujourd'hui c'est une esplanade poétique, un très beau point de vue sur la campagne qui nous entoure. Mais c'est avant tout, tout comme dans les châteaux, un ouvrage de défense qui vient protéger une des portes d'entrée et de sortie de la ville.
Donc ici se trouvait une des 7 portes fortifiées à Lozerte, et la Barbacane, dont le nom a perduré jusqu'à nous, désignait cette enceinte qui protégeait l'entrée dans la ville haute. Et oui, puisque juste à côté se trouvent justement les remparts de la ville haute. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi au niveau de l'habitat qu'on a eu ce quartier des Faubourgs qui s'est développé à flanc de coteaux justement. Tout à fait, on a dit tout à l'heure que Lozerte s'était développée très vite au Moyen-Âge et elle continuera de se développer jusqu'à l'époque contemporaine, ici sur les coteaux étagés en direction du sud, où on voit l'évolution siècle par siècle de chaque faubourg. Très bien. En tout cas, merci pour ta présence. Merci à vous d'être venu, c'était un plaisir. Merci également à vous. Et à bientôt. À très bientôt sur Moissac TV.